Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde au Moyen-Orient pour ce jeudi, le 5 juin 2025. On commence tout de suite notre sélection avec ces informations. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mercredi un appel téléphonique du sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq Al Saïd, au cours duquel il a félicité à l'occasion de Eid al-Adha ou la fête du sacrifice. Le sultan Haytham a souhaité au gouvernement et au peuple égyptien davantage de prospérité et de bénédiction, saluant les relations fraternelles liant l'Égypte et Oman. Le président Sisi a de son côté remercié le sultan Haytham pour ce geste généreux, soulignant la profondeur des relations historiques entre les deux pays et son intérêt à renforcer la coopération conjointe dans les différents domaines. Également, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique mercredi de son homologue tunisien Qais Saïd. Selon le porte-parole de la présidence de la République, le président tunisien a félicité le président el-Sisi à l'occasion de Eid al-Adha ou la fête du sacrifice, implorant Dieu, le Tout-Puissant, de maintenir la sécurité et la stabilité en Égypte. Le chef de l'État a pour sa part remercié le président tunisien pour ce geste fraternel, souhaitant au peuple tunisien davantage de sécurité et de progrès. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné hier la patrie, hier soir, au terme d'une visite aux Émirats Arabes Unis. De sa visite, le chef de l'État a rencontré son homologue émirati, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, et ils ont discuté des moyens de rétablir la sécurité et la stabilité dans la région, alors que les deux parties ont jugé important le cessez-le-feu à Gaza et l'échange de détenus. Pour plus de détails, voici un commentaire. En visite à Abu Dhabi, le président Abdel Fattah el-Sisi a été reçu par son homologue émirati, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Les deux dirigeants ont discuté de la situation régionale et les moyens de rétablir la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient. Cheikh Mohammed Ben Zayed a salué les efforts de médiation déployés par l'Égypte depuis le début de la crise pour parvenir à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et alléger la souffrance de sa population. Les deux présidents ont souligné l'importance d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et de l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire nécessaire vers l'enclave palestinienne. Ils ont insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts en faveur de la solution à deux États, seule voie vers une paix durable et une stabilité globale au Moyen-Orient. La situation au Liban, en Syrie, au Soudan, en Libye, au Yémen et en Somalie était également au menu de la rencontre, ainsi que la coopération bilatérale entre l'Égypte et les Émirats Arabes Unis. En 2024, les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté de 49,6% par rapport à l'année précédente, les exportations égyptiennes ayant passé de 2,2 à 3,3 milliards de dollars et ses importations de 2,3 à 2,7. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Falida Choubachi, journaliste, écrivaine et députée au Parlement égyptien. Bonjour. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Merci à vous. Alors, premièrement, quand on parle de cette visite du président Abdel Fattah el-Sisi aux Émirats Arabes Unis et ses réunions avec le président émirati Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, comment voyez-vous cela? Moi, je vois que c'est très positif et c'est très bénéfique pour les deux pays, pour notre région et peut-être pour le monde entier. Parce que plus il y a une aide bilatérale entre les pays et plus on construit, c'est beaucoup mieux, 1000 millions fois mieux que de détruire et de favoriser les guerres et les s'entretuer et tout ça. Alors le président a aussi senti à quel point le rôle de l'Égypte est considéré et apprécié par tout le monde, oui. Entre autres les États arabes unis. Oui. Également, les deux présidents ont parlé de la nécessité d'imposer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Comment voyez-vous ces propos? Moi, je vois que c'est très très bien, très positif, très important pour ce qui se passe à Gaza. C'est vraiment inhumain, c'est vraiment atroce. On n'arrive pas, moi je vous assure que chaque fois que je vois des scènes féroces,
de l'occupation israélienne, j'ai mal au cœur. Et je pense que tout le monde arabe a le même sentiment. Et par conséquent, il faut qu'il sache que ce que l'Égypte fait, eh bien, va profiter à la paix, à la coexistence, mais pas cette férocité-là de l'occupation israélienne. Parfait. Madame Falida Choubachi, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes journaliste, écrivaine et députée au Parlement égyptien. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Les centres d'aide de la Fondation humanitaire de Gaza, soutenus par les États-Unis et Israël, ont été fermés hier dans les territoires palestiniens où les routes menant au site de distribution sont devenues des zones de combat. Après 20 mois d'une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza, la défense civile a annoncé hier la mort de 12 personnes, parmi lesquelles des femmes et des enfants, dans une frappe israélienne à l'aube dans l'ouest de Khan Younes au sud. 4 autres personnes ont été tuées dans des bombardements sur d'autres secteurs du territoire palestinien assiégé, selon cette organisation de premiers secours. La Fondation humanitaire de Gaza, une organisation au financement opaque, a justifié la fermeture d'une journée de ces centres pour des travaux de rénovation et de réorganisation et d'amélioration de l'efficacité après une série d'événements chaotiques meurtriers ces derniers jours à proximité des sites lus par cette fondation avec laquelle l'ONU refuse de coopérer. Après la levée très partielle d'un blocus total imposé par Israël pendant plus de 2 mois, privant la population de Gaza de toute aide humanitaire, la Fondation humanitaire de Gaza a commencé la distribution de colis repas le 27 mai. Mais son déploiement a été marqué par des scènes chaotiques accompagnées de violences meurtrières à proximité de ces centres. L'ONU refuse de travailler avec cette organisation en raison de préoccupations concernant ses procédés et sa neutralité. Mardi, 27 personnes qui espéraient pouvoir se rendre au centre de fondation humanitaire de Gaza, de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ont été tuées quand des soldats israéliens ont ouvert le feu sur des milliers de civils rassemblés à plusieurs centaines de mètres, selon la défense civile. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné ces tirs, évoquant des pertes de vie inconcevables, 2 jours après un drame similaire au même endroit, au cours duquel 31 personnes ont été tuées lundi, selon les sources palestiniennes. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a lui dénoncé des crimes de guerre. Et les États ne font pas assez pour mettre terme à la guerre, mettre terme aux souffrances des Palestiniens et libérer les otages israéliens. C'est ce qu'a estimé la présidente du Comité international de la Croix-Rouge, Mirjana Spoliaric. Les Palestiniens, affirme-t-elle, ont été privés de leur dignité humaine. Le droit international humanitaire est vidé de sa substance. Ce qui se passe à Gaza, affirme-t-elle, dépasse toutes les normes juridiques, morales et humaines acceptables. Le CICR est une organisation internationale qui opère en zone de guerre. Il compte plus de 300 employés à Gaza, dont la plupart sont des Palestiniens. Son hôpital chirurgical de Rafah, dans le sud de Gaza, est l'établissement médical le plus proche de la zone où de nombreux Palestiniens ont été tués lors d'une distribution d'aide chaotique ces derniers jours. Et au moins 4 journalistes ont été enlevés et un autre emprisonné pour avoir critiqué le chef des Houthis. C'est ce qu'a déclaré mardi le comité de la protection des journalistes, organisme de surveillance des médias. Ils ont été enlevés entre le 21 et le 23 mai. Le 24 mai, la Cour pénale spécialisée de Sanaa, capitale tenue par les Houthis, a condamné le journaliste yéménite Mohammed Al-Miyahi à 18 mois de prison pour avoir critiqué en ligne le chef des Houthis, Abdelmalek Al-Houthi. La directrice régionale du CPJ, Sarah Qodar,
a condamné ces actions et a déclaré l'enlèvement d'au moins 4 journalistes et travailleurs des médias yéménites, et la condamnation de Mohamed Al-Miahi illustre l'escalade des attaques des Houthis contre la liberté de la presse. Je cite, « Nous appelons les autorités Houthis à libérer immédiatement tous les journalistes détenus et à cesser d'utiliser la loi et les tribunaux pour légitimer leur répression des voix indépendantes », a-t-elle déclaré. Le syndicat des journalistes yéménites a également condamné l'enlèvement, le qualifiant de campagne arbitraire visant les journalistes et la liberté d'opinion et d'expression. Et les autorités syriennes ont assuré ne constituer une menace pour personne dans la région après des tirs de projectiles depuis la Syrie sur Israël, qui a riposté en bombardant le sud du pays voisin dans la nuit de mardi à mercredi. Selon les médias israéliens, les projectiles tirés mardi soir étaient les premiers lancés depuis la Syrie vers le territoire israélien depuis la chute en décembre du président Bachar al-Assad. L'armée israélienne a affirmé que les projectiles étaient tombés dans des zones non habitées sans causer de dégâts ni de victimes. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a estimé que le président syrien Ahmad Shara était directement responsable de toute menace ou de tout tir dirigé contre l'État d'Israël. Mais le ministère syrien des Affaires étrangères a assuré ne pas pouvoir confirmer la véracité des tirs ayant visé Israël, estimant que de nombreuses parties cherchent à déstabiliser la région pour servir leurs propres intérêts. Je cite, « Nous réaffirmons que la Syrie n'a jamais été et ne sera une menace pour personne dans la région. La priorité absolue dans le sud syrien est d'étendre l'autorité de l'État et de mettre terme à la présence des armes en dehors du cadre des institutions officielles », a affirmé le communiqué du ministère. Et la Libye a récemment connu une série de développements qui s'inscrivent globalement dans une logique de reproduction des crises. Cela a commencé avec l'assassinat du chef de la milice qui se donne pour nom l'autorité du soutien de la stabilité, Abdelghani Al-Kikli, le 12 mai dernier. Et un assassinat qui a donné lieu à de nouvelles tensions. Sont suivies des décisions de dissolution de plusieurs groupes armés et structures militaires, des manifestations contre le gouvernement de l'Ouest libyen dirigé par Abdelhamid Beba et enfin l'annonce par la mission onusienne en Libye d'une nouvelle initiative émanant de son comité consultatif visant à surmonter les désaccords sur les cadres électoraux et à proposer des solutions. Ces développements illustrent une situation que le pays connaît depuis 2011, une imbrication entre les complexités militaires et politiques qui reproduit la crise sous différentes formes. Malgré tout cela, la crise elle-même pourrait offrir une porte d'entrée à la résolution du conflit, notamment en raison de ses répercussions négatives, surtout sur le plan sécuritaire pour les pays voisins, ce qui pousse progressivement vers la création d'une volonté politique commune des acteurs impliqués pour parvenir à une solution globale. Mais à l'heure qu'il est, la situation rend toute prévision sur l'avenir du pays extrêmement difficile. Cette situation impose des défis croissants, notamment pour établir une feuille de route consensuelle permettant de traiter les multiples crises actuelles. Dans le même temps, les interventions et intérêts des puissances régionales et internationales compliquent davantage la situation. La stratégie et alliance de ces acteurs évoluent en fonction de leurs intérêts, avec un impact négatif sur la crise libyenne. Cependant, l'absence d'une position internationale et régionale unifiée renforce un climat de compétition et de conflit. Les puissances étrangères, en particulier occidentales, cherchent à maintenir une présence militaire et économique suffisante pour influencer la politique libyenne. Leur logique est davantage réaliste et que légitime, ce qui les empêche de faire pression pour une véritable résolution globale.
Et le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, Raphaël Grossi, a discuté hier avec les dirigeants syriens de la possibilité de développer l'énergie nucléaire lors de sa première visite à Damas depuis la chute de Bachar al-Assad. Monsieur Grossi, qui a rencontré le président Ahmad Shara et le ministre des Affaires étrangères As'ad al-Shaibani, a salué le courage de M. Shara et sa coopération en toute transparence pour clore un chapitre du passé syrien dans un message sur X. L'AIEA a exhorté à plusieurs reprises par le passé la Syrie à une pleine coopération au sujet de l'existence présumée d'un réacteur nucléaire sur le site désertique de Deir ez-Zor dans l'est de la Syrie. L'AIEA et la Syrie vont également commencer à explorer la possibilité d'une énergie nucléaire en Syrie, a-t-il ajouté. Je cite, « Notre coopération est essentielle pour résoudre les questions en suspens et se concentrer sur l'aide indispensable que l'AIEA peut apporter à la Syrie dans les domaines de la santé et de l'agriculture », a-t-il mis en avant. En 2018, Israël avait reconnu avoir mené en 2007 un raid aérien ultra secret contre ce qu'il a qualifié de réacteurs nucléaires en construction sur ce site. M. Grossi s'était rendu à Damas en mars dernier pour rencontrer le président Bachar al-Assad avant sa chute en décembre, afin, avait-il expliqué, de demander la coopération de la Syrie pour vérifier les matières et les installations nucléaires. Et plus d'1 million de fidèles musulmans ont entamé hier les rituels ancestraux du grand pèlerinage musulman à la Mecque. Les réunis à la Mecque sous des températures qui ont grimpé à 42 degrés dans la journée, les pèlerins ont commencé par accomplir le rite du tawaf qui consiste à tourner autour de la Kaaba, la structure cubique noire vers laquelle les musulmans du monde entier se tournent pour prier au cœur de la grande mosquée. D'autres sont arrivés dans la ville de Tente de Mina, une vallée surplombée de montagnes rocheuses située à quelques kilomètres de la Mecque. 1,5 million de fidèles musulmans, selon les derniers chiffres officiels fournis hier, sont arrivés en Arabie Saoudite pour accomplir le Hajj, une série de rites codifiés qui se déroule sur plusieurs jours au cœur de la Mecque et ses environs. Ils ont passé pour la plupart la nuit dans des tentes climatisées à Ména avant de se rendre ce jeudi au mont Arafat, une colline située à une vingtaine de kilomètres de la Mecque, où le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, aurait prononcé son dernier serment marquant l'étape centrale du Hajj. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.